Bonsoir. Il y a des moments où on a besoin d'y voir clair. Après les chocs de 2015, la France doute, la France cherche sa voie. Les deux hommes qui vont se faire face ce soir ne briguent pas des suffrages, ils n'ont pas d'intérêt à défendre, ils n'ont que des convictions et des valeurs. Ils ont aussi la France dans la peau, mais ce n'est pas la même. Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus. Vous vous connaissez, hein, je crois, vous vous connaissez, vous vous respectez? Oui, bien sûr. Évidemment. Alain Finkielkraut, vous êtes philosophe, essayiste, vous entrez à l'Académie française dans une semaine tout juste, félicitations. Et pour le dire court, pour résumer à gros traits, on peut dire que vous êtes inquiet. Inquiet pour une France qui, selon vous, voit sa culture, voit son identité fragilisée par le relativisme, par le multiculturalisme et le renoncement à ce qu'elle a toujours été. Dernier ouvrage paru, La seule exactitude chez Stock. Et puis dans quelques instants, on découvrira aussi des images inédites et surprenantes peut-être de vous-même. Avant que vous repreniez la parole, Alain Finkielkraut, il y a justement quelqu'un, on parle des jeunes femmes. Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui souhaite s'adresser à vous, une jeune femme de confession musulmane. Elle est ici, dans le public, avec nous, William Berouma. Vous avez 26 ans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'anglais dans un collège à Noisy-le-Sec. Alors vous n'êtes encarté dans aucun parti. Je précise que vous avez fait partie d'une liste citoyenne au dernier régional, mais aucun parti. Je le disais, vous êtes vous aussi de confession musulmane. Et c'est sur ce sujet de la religion, justement, que vous voulez vous adresser à Alain Finkielkraut. Que souhaitez-vous lui dire? Que souhaitez-vous lui demander? Alors, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Pujadas, bonsoir aux invités et bonsoir au public. Je vais aller droit au but et je vais essayer de faire court. En 10 ans en France, la parole raciste s'est considérablement libérée. Elle est devenue décomplexée, elle est devenue commune et surtout elle est largement partagée par une grande partie de la société française. Et ce racisme-là, il touche plusieurs communautés, on le sait, mais la cible visée et visible, c'est surtout les musulmans. Les musulmans subissent des attaques. Ces attaques sont verbales, elles sont physiques, mais elles sont aussi et surtout politiques. Et j'insiste sur ça, car c'est un peu le cœur du problème. Et quand je parle de politique, bien sûr, on sait que ces attaques, elles ont lieu dans la rue. Je pense notamment aux femmes voilées qui se sont faites agresser. Je pense aux mosquées qui ont été saccagées. Mais je parle aussi de politique parce qu'il y a des discriminations. Il y a une islamophobie institutionnelle et il y a des discriminations dans les institutions. Et là, je pense aux discriminations au logement, je pense aux discriminations à l'éducation, je pense aux discriminations au logement, à l'éducation, à l'emploi, etc. Ces discriminations-là, on les connaît, et elles sont tellement fortes qu'aujourd'hui en France, les musulmans sont 4 fois plus discriminés que les Noirs le sont aux États-Unis. D'ailleurs, hier, on apprenait par le ministère de l'Intérieur que les musulmans, enfin les attaques islamophobes envers les musulmans ont augmenté de 300% en cette année. Madame Berouma, simplement, que souhaitez-vous dire à Alain Finkielkraut? Est-ce que vous avez entendu une parole raciste ici? Je souhaiterais contextualiser mon propos. Oui, j'en ai entendu, mais je souhaiterais quand même contextualiser. Alors allez-y, droit au but, comme vous dites. Par rapport au débat. Donc, je reprends mon propos. Tout ça, alors, les attaques, elles sont tellement fortes et elles sont surtout nourries, elles sont alimentées. Elles sont encouragées par plusieurs choses. Elles sont encouragées par des discours politiques, ça on le sait. Elles sont aussi encouragées par des pseudo-intellectuels qui en parlent et qui font des analyses. Et elles sont enfin encouragées par des médias qui traitent l'information de manière totalement biaisée, de sorte à faire du musulman l'ennemi de l'intérieur. Et j'insiste sur ça, l'ennemi de l'intérieur. Alors votre question peut-être. Et le pseudo-intellectuel, c'est moi. Non, tu es un vrai intellectuel. Non, mais écoutez, j'ai compris quand même. J'ai compris. Alors, je peux vous répondre. Quel est le propos que vous avez entendu ce soir, par exemple, qui vous trouble ou que vous jugez déplacé? Je préfère terminer mon propos tout d'abord. Et ensuite, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Donc, je disais que tout ça a été nourri
et alimenté. Et moi, en tant que musulmane, je le vois tous les jours et je ne peux que constater ce climat nauséabond dans lequel je vis. Et qui... depuis quelques années, vous le constatez? Depuis plusieurs années, oui, depuis plusieurs années, dans lequel je vis, et qui est très dangereux. Vous sentez de la méfiance, vous sentez des regards qui ont changé? Oui, et alors il y a beaucoup de méfiance, et surtout, on se sent marginalisé. Il y a une partie de la population qui est marginalisée, et ça nuit très très fortement à une capacité qu'on pourrait avoir à faire société, à créer un nous inclusif. Et moi, je pense que c'est ça dont on a besoin en ce moment, les Français. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir, et c'était ça le rôle des intellectuels, et je pense qu'ils ont raté sur ce coup-là, à réfléchir à comment créer une société plus juste, une société plus égalitaire, une société beaucoup plus apaisée aussi. Et ça, on en a besoin de ça. J'arrive à mon propos. Donc, c'est un dialogue, hein, donc... Oui, je sais. Oui, je voudrais pouvoir vous répondre. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Finkielkraut, et je trouve que sur ce point-là, vous avez fait tout le contraire. Là où votre rôle d'intellectuel, c'était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits, avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Je tiens à le dire. Est-ce que vous avez un exemple? Bon, alors, non, mais c'est pas possible, il faut que je réponde quand même. J'aimerais terminer quand même. Je suis vaseux, je suis approximatif, je suis un pseudo-intellectuel. On essaie de dialoguer. Vous avez énormément entendu sur presque tous les plateaux. Je n'ai que quelques minutes pour parler. J'aimerais que vous ne me coupiez pas, s'il vous plaît. Donc... Bon, c'est bien de dialoguer en même temps. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais terminer mon propos. Ensuite, il me parlera et je lui répondrai s'il le faut. Donc, ces théories vaseuses. Et vous avez surtout surfé sur des peurs. Vous avez alimenté des amalgames que j'ai entendus, que bon nombre de mes concitoyens ont entendus. Et tout ça a encore plus alimenté ce climat-là délétère et ce climat qui est très, à mon sens, qui est très grave. Et vous avez surtout, ce qui est pour moi le pire, vous êtes octroyé le droit de parler d'islam, de parler des musulmans et de parler des quartiers populaires, alors que vous n'en avez ni les compétences, ni la légitimité. Bon, merci. Je n'ai pas terminé, je souhaite terminer. Non, là, on va lui laisser vous répondre, s'il vous plaît. Il faut que ce soit un dialogue, il faut que ce soit... C'est pas possible, écoutez. Alors, je vous rassure, Monsieur Finkielkraut, je vous rassure, vous allez me répondre tout de suite. Et vous n'êtes pas le seul à jouer à ce jeu-là. J'interpelle aussi les médias qui vous font tribune et qui vous permettent de parler à vous et à d'autres personnes comme M. Zemmour, comme M. Bernard-Henri Lévy, et qui vous permettent à vous... Voilà, mais là, eux, ils ne sont pas là pour répondre. Là, il est là, lui, je sais, mais je termine. Il vous répond. Allez-y, Alain Finkielkraut. Non, je termine. Des semeurs de haine et de discorde. C'est catastrophique. Et moi, je vous pose ma question. Du coup, je vous la pose, ma question. Alors, allez-y pour la question. Alors, ma question, c'est, êtes-vous conscient, et du coup, vous aussi, M. Pujadas... Que vous êtes un salaud, non. Êtes-vous conscient... J'aurais pu le dire, mais je ne l'ai pas dit. Êtes-vous conscient de faire mal à la France? Et êtes-vous conscient à quel point vous faites mal à la France? Vous m'en avez absolument convaincu. Donc, je suis, je dois vous dire, absolument accablé par ce que je viens d'entendre. L'une des forces spirituelles de l'Europe, ça a été sa capacité de se remettre en question, de ne pas persister dans sa fatuité. Il y a malheureusement, parmi les musulmans, je dis bien parmi les musulmans, une tendance tout à fait contraire. On se replie sur une susceptibilité à fleur de peau et on cherche à toute chose un coupable extérieur. Et c'est véritablement dommage, car l'occasion, si vous voulez, ça s'impose aujourd'hui. Une remise en question de l'islam par lui-même est absolument indispensable. Et, je dois dire, un certain nombre d'intellectuels musulmans le font. Abdenour Bidar, Boualem Sansal, Kamel Daoud, et je citerai aussi, sur la question des femmes, le poète d'origine syrienne Adonis, un livre intitulé « La violence et l'islam ». Il est vrai aujourd'hui que le problème principal de l'islam ne vient pas du mal que lui fait l'Occident, mais précisément de l'oppression que lui ferait subir l'Occident, mais de l'oppression des femmes en terre d'islam. Une oppression qui asservit les femmes et qui mutile les hommes et qui les entraîne dans un culte de la virilité absolument délirant. Il est important de le dire. Heureusement, certains intellectuels musulmans le font, mais à dénoncer, si vous voulez, sans cesse l'islamophobie, dès lors qu'on tient
un discours un peu critique, on s'installe dans le grief et dans la plainte. Et moi, je serais d'accord avec madame pour dénoncer le racisme, mais tous les racismes, c'est des proches qui disaient « je m'inscrirai à SOS Racisme le jour où on mettra racisme au pluriel ». Je voudrais rappeler qu'il y a eu sur FR3, le jeudi 22 octobre, un documentaire sur les profs en territoire perdu de la République. Et dans ce documentaire, Smaïn Lahacher, un sociologue algérien, parlait de l'antisémitisme dans les familles arabes. Et il disait qu'il est présent dans l'espace domestique, qu'une des réprimandes, une des insultes des parents quand ils veulent réprimander leurs enfants, c'est de les traiter de juifs. Et il dit cet antisémitisme, il est comme l'air qu'on respire. Voilà une réalité avec laquelle il faut se confronter. Évidemment, il ne s'agit pas d'incriminer toute une population, toute une culture, toute une communauté. La preuve, c'est Smaïn Lahacher qui le dit. Mais essayons, là, c'est pour ça que je reprends la phrase, nous sommes tous dans le même bateau, essayons ensemble de faire face à toutes ces réalités, à toutes ces formes d'exclusion, mais cette façon, si vous voulez, d'insulter quelqu'un qui essaye de regarder la réalité en face, sincèrement, ça ne nous aide pas et ça a quelque chose d'absolument désespérant. William Berouma. Oui, c'est bon. Du coup, je vais vous répondre, mais je ne vais pas perdre de temps parce que pour moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous me parlez des femmes à l'extérieur de la France. Moi, je suis une femme française et musulmane et je vous parle en mon nom. Donc je ne vois pas du tout pourquoi vous me parlez d'autre chose, ça ne me concerne pas. Je parle de ce qui se passe en France. Ensuite, je parle de l'association Ni pute ni soumise. Je parle de ce qui se passe en France. Eh bien moi, je vous parle de moi et je ne me sens pas opprimée et pourtant je suis musulmane. Donc de quel droit parlez-vous de cela? Ensuite, je vais vous dire, je pense même pas que je vais perdre mon temps à répondre. Je vais plutôt vous dire, il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à Monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, Monsieur Filkenkraut. Voilà, c'est merveilleux, vous l'avez invité. Alors, je voudrais quand même, une toute petite réponse. C'est très intéressant, si vous voulez. En effet, sur une vidéo qui tourne sur YouTube, je dis taisez-vous. C'était dans des conditions tout à fait particulières. Je suis invité chez TADI. Personne n'a vu cette vidéo, donc on va peut-être pas... Alors je vais vous dire, si, tout le monde l'a vu. Des millions de personnes l'ont vu. Des millions de personnes l'ont vu. Tu m'as dit aussi taisez-vous à moi. Ouais, je le dis à tout le monde. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais ça t'a pas coupé le sifflet. Non, mais si vous voulez, bon, alors, je suis accusé d'être barétien. C'est un contresens terrible. J'essaye de répondre et je suis interrompu une fois, deux fois, trois fois. Pour pouvoir finir ma phrase, je dis taisez-vous. C'est tout. Sinon, j'adore, je n'aime rien tant que les discussions âpres et vigoureuses. Et comme disait Montaigne, qui me contredit m'instruit. Alors, Daniel Cohn-Bendit, qui n'hésite pas à vous contredire. Moi, je voudrais vous entendre, moi, sur un point, Daniel Cohn-Bendit, sur lequel on n'a pas eu votre réponse tout à l'heure. En clair, Alain Finkielkraut, il dit « La meilleure voie pour qu'on trouve le bien commun, c'est l'assimilation. » Il dit « L'assimilation m'a nourri ». Est-ce que vous, ce terme d'assimilation, vous reconnaissez dans cette idée-là? Vous pensez que... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis pour l'intégration, mais on ne peut pas assimiler un homosexuel à la bisexualité. Vous pouvez essayer et vous n'y arriverez pas. Je crois que nous venons d'horizons différents. Nous devons trouver ensemble un mode de vie, une compréhension où nous pouvons vivre nos différences. Si, et ce que décrit Alain Finkielkraut n'est pas faux, quand il dit qu'il y a aujourd'hui, dans certains quartiers, un racisme anti-français, ce n'est pas faux quand il dit qu'il y a un antisémitisme qui est insupportable et que moi, j'ai lu, je ne sais plus de qui, une phrase formidable. Je suis un nostalgique du temps où on pouvait porter une kippa, avoir un voile sur la tête ou une grosse croix sur la poitrine et tout le monde s'en foutait. Évidemment, la France doit évoluer, mais elle ne peut évoluer que si elle peut aussi rester elle-même. Et il y a un patriotisme qui est né, disons, de tous ces événements. Et c'est un patriotisme de la sollicitude et de l'inquiétude. La philosophe Simone Veil disait « On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer de l'étendue dans le temps et dans l'espace. Mais on peut l'aimer aussi comme une chose terrestre
qui peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Et c'est précisément là ce que beaucoup de gens et moi-même ressentons. Et ce n'est pas simplement face à une immigration massive, mais c'est aussi parce que cet héritage dont nous sommes dépositaires, l'enseignement aujourd'hui, pour d'autres raisons qui tiennent à une idée folle de l'égalité, tente à le brader. Des droits, toujours des droits. Or, ce que nous impose notre situation, c'est une extension, non des droits, mais de la responsabilité face à un pouvoir lui-même illimité. Nous devons nous sentir responsables, avoir toujours plus de devoirs pour les animaux des fermes, par exemple, mais aussi pour la terre, mais aussi pour la langue, mais aussi pour la culture, mais aussi pour ce qui reste de beauté dans le monde. Donc, face à cette extension illimitée des droits, je voudrais, et c'est mon côté rabat-joie, rappeler la nécessité d'un principe de devoir. Je veux dire une phrase quand même avant que tu repartes sur ton monologue. Merci. Toda Rabba, merci. Bevakasha. Les Hitraot. Bon, si on vous gêne, on peut, on peut se retirer. Alors, on prend l'histoire. Il y a un moment, en 1998, où aussi bien Alain Finkielkraut que Danny Cohn-Bendit avaient les larmes aux yeux. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, et si vous étiez aux Champs-Élysées, il y avait une France réunie. Il y avait une France où il y avait même des drapeaux algériens et français. Même ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient fiers de leur Zidane, de leur je ne sais pas qui. Et donc, après, il y a eu une rupture, une fracture. Il faut l'expliquer. La volonté d'être ensemble en France a donc existé. C'était un moment extraordinaire de bonheur, cette soirée de juillet 1998. Et pourquoi cette fracture? Cette fracture est venue parce que la promesse de l'égalité des chances fonctionnait de moins en moins. Parce que cette promesse était devenue quelque chose qui était perçu corporellement par beaucoup comme un mensonge. Alors, à partir de là, nous avons laissé filer les choses. Dans plusieurs pays, pas simplement en France. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant la défaillance de nos erreurs, la déchéance de l'espoir républicain, la déchéance de l'espoir qu'on nous sommes tous égaux. Et à partir de là, ça a créé des problèmes. Mais je reviens à mon français dont parlait Alain Finkielkraut. Qui est français? Le jeune fils de Maghrébin qui est né en France, il est français. Il est Bien français. sûr, quel qu'il soit. Mais oui, mais quel qu'il soit, ils ressentent la vie en France différemment. Moi, j'étais par hasard pas français parce que mes parents ne m'avaient pas déclaré en 68. J'avais la nationalité allemande parce que je voulais pas faire mon service militaire. Mon frère était français. Je me suis fait foutre à la porte de la France parce que j'étais allemand. Et après, j'étais anarchiste juif allemand. Donc, il faut quand même pas exagérer. J'essaie de faire apparaître au grand jour vos divergences. On a Alain Finkielkraut qui nous dit l'identité. Il y a des tas de gens qui voudraient être français, mais qui ne sentent pas acceptés par la France. Voilà, c'était pas exactement sur ce sujet-là. Alain Finkielkraut, il dit... Non, attendez, il dit l'identité malheureuse, c'est le titre d'un de ses livres. Et vous dites, l'identité, elle n'est pas troublée. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des Français qui sont heureux. Il y a des Français qui sont malheureux. Il y a des Français qui ressentent l'inégalité. Alain Finkielkraut est angoissé, il est malheureux, c'est son droit. Il aime le malheur, des fois. Non, alors là, il faut que je réponde. C'est son droit. Ah, mais c'est son droit. Pujadas. Mais moi, mais oui, tout de suite, tu pourras répondre. Je te provoque un peu. Bon. C'est gentil. C'est avec tendresse. Mais beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude un peu trop importante chez vous, Alain Finkielkraut? Il y a aussi une fierté dans ce pays. Il y a aussi une fierté. Je dis, moi, je veux mobiliser les gens qui disent « faisons quelque chose pour que tous puissent se vivre ensemble en Europe et en France ». Alors, un point d'ordre d'abord. Vous êtes inquiet. Je suis malheureux, je suis tourmenté. Je pense que le présent a des côtés de plus en plus détestables et que l'avenir est plus menaçant que prometteur. Mais, puisqu'il faut parler de moi, je suis malheureux. Je suis un homme amoureux, j'ai des amis que j'admire, et j'ai un fils qui a pris son envol. Comme disait mon père, que demande le peuple? C'est
je ferme la parenthèse sur mon propre compte. Et j'ajouterai simplement, Danny Cohn-Bendit a parlé d'une déchéance de la promesse républicaine. Oui, mais je ne la vois pas là où il la met. Il y a ce vers magnifique de Mandelstam, d'Ossip Mandelstam, qui parle de la splendide promesse faite aux tiers-États. Splendide promesse, l'école républicaine a voulu l'accomplir en ouvrant l'héritage de la culture à tous. C'est fini. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je ne me suis pas fait comprendre quand j'ai parlé de la désassimilation généralisée. Non, c'est pas fini. Voilà les objectifs assignés aux classes de français au collège, dans le cycle 4. Se chercher, se construire, vivre en société, participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes, agir sur le monde. La culture, la littérature dont je parlais en commençant, n'a plus de place. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit, les enseignements. Parce que l'identité française, qu'est-ce que c'est? C'est pas un caractère, c'est pas un tempérament, c'est pas une intériorité. Ce ne sont pas simplement des valeurs non plus. Parce que les valeurs, c'est ça, égalité, liberté, fraternité. D'abord, elles ne respectent pas le temps long. Oui. Il y a eu une France avant. Et puis surtout, ce sont des non-choses. L'identité est faite de choses, de paysages, de monuments et d'œuvres. Si ces œuvres, on ne les transmet plus, on ne les enseigne plus, comme je ne suis pas raciste, je ne pense pas que l'héritage, eh bien, il s'acquiert par hérédité, eh bien, tout cela est bradé. Et je trouve extraordinaire que cet enseignant, il essaye de créer du lien social. C'est la base de pouvoir apprendre. Oui, il faut lire Le Petit Prince. Oui, il faut lire Le Comte de Monte Cristo. Oui, il faut lire ce que tu veux, ce que tu aimes. Il faut apprendre à compter. Mais ceux-là, ces enfants qui sont dans cette République française, qui justement des fois est bancale, pourront apprendre s'ils se sentent bien et s'ils se sentent chez eux. Et c'est pour ça que le rôle de l'enseignant aujourd'hui, le rôle des institutrices, des instituteurs, c'est de justement rendre capables ces enfants d'apprendre ensemble. La société multiculturelle dans laquelle nous vivons est compliquée, elle est difficile, des fois elle est régressive, mais c'est notre devoir. Moi j'étais vraiment, le nombre de débats que j'ai fait, de mosquées, dans les quartiers, parler aux gens, parler, expliquer, c'est le seul moyen de lentement remettre en question ces comportements. Mais je vous rejoins sur le vivre ensemble. Enfin, la base de tout ce sujet, c'est le vivre ensemble, et dans l'entreprise et dans notre société. Le souci, que pouvons-nous répondre à une agent de l'entreprise qui a préféré, par exemple, alors qu'elle habitait à 500 mètres de son lieu de travail, a préféré, suite à certains comportements, quitter son attachement, faire acte de mobilité et conduire un bus dans un autre dépôt de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Vous savez, ce qui est triste aujourd'hui quand même dans notre société, c'est qu'on va essayer de parler de ces choses-là par rapport à des idées, enfin une éducation en tout cas que moi j'ai reçue. C'est vous qui passez pour le méchant. Non, c'est pas le cas ce soir. Vous passez pas pour le méchant. Je pense que tout le monde a bien compris votre état d'esprit. Un lanceur d'alerte. Moi, je suis pour les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, il faut les écouter et savoir après comment on répond à l'alerte. Mais au contraire, je ne dirai jamais que vous êtes blablabla. Alors justement, Cohn-Bendit ne le dit pas, mais monsieur dit qu'il passe par le méchant, pour le méchant. Mais oui, mais c'est moi qui dis ici. Non, mais bien sûr, mais attendez. Parce qu'il est traité plus souvent qu'à son tour de raciste. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où l'antiracisme, qui est un principe moral fondamental, a complètement perdu la tête. Au lieu d'être un facteur de vigilance, il est un facteur de cécité. C'est-à-dire, on a décidé, au nom de l'antiracisme, qu'il n'y avait pas de problème de l'islam, qu'il n'y avait pas de problème lié au flux migratoire en France, qu'il n'y avait qu'un problème de xénophobie et de racisme. Et tout ça explose aujourd'hui. On se rend compte que ce n'est pas vrai. Ce déni de réalité ne fonctionne plus. Oui, en effet, à la RATP, il y a de plus en plus de comportements comme cela, des chauffeurs de bus qui ne veulent plus conduire l'autobus après une femme, etc., etc. Et le problème, c'est que ce n'est pas la même situation que les blousons noirs des années 50, parce que l'islamisme, qu'encore une fois, qui ne me conduit pas à incriminer
toute la population musulmane. L'islamisme est en position de conquête et en position de combat. Et comment voulez-vous faire? Vous allez mettre des médiateurs à Molenbeek? Vous allez mettre des médiateurs? Mais non, non, parce que là où l'islamisme est majoritaire, il n'y a plus rien à faire. Et la question, c'est, nous ne voulons... Évidemment, il y a des gens en France qui sont inquiets parce qu'ils ne veulent pas voir se multiplier des Molenbeek français. Et qualifier cette inquiétude de raciste, c'est évidemment nous conduire vers le pire. Non, non, à Molenbeek, il faut des médiateurs et des policiers. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il faut que des médiateurs, arrêtons. Mais à Molenbeek, les islamistes ne sont pas majoritaires. Les islamistes ont, c'est comme la mafia dans un village sicilien, la mafia n'est pas majoritaire, mais par la terreur, elle tienne un village. Donc, il faut défendre le village pour qu'il se libère de cette terreur. C'est pas la même chose. Il faut faire attention. Et moi, je veux dire, j'ai une question. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait des 5 millions de musulmans en France? Qu'est-ce qu'on fait des 14 millions de musulmans en Europe? On leur dit quoi? Changez, changez, tout de suite. Non, on ne dit pas cela. Je pense qu'on a en Europe une autre politique migratoire. L'Europe à laquelle tu, puisque nous sommes passés au tu, est très attachée. Restez au vous, ça nous convient très bien. Alors, faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Oui, ça fait un peu ridicule. Auquel Daniel Cohn-Bendit est très attaché. La troisième personne, le il, le docteur Cohn-Bendit est très attaché. Justement, c'est pas tout à fait la même que la mienne. Et comme ça me permettra de répondre, si vous voulez, David Pujadas. Daniel Cohn-Bendit aime, et je le comprends, la construction européenne. Parce que la construction européenne, c'est un objet politique inédit. Et c'est assez extraordinaire. Mais moi, je pense que l'Europe, c'est pas simplement une construction, c'est aussi une civilisation. Et le problème des constructeurs, c'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient des héritiers. La preuve, leur politique migratoire. Ils se sont dit, puisqu'il n'y a pas d'héritage, que les hommes étaient interchangeables et que pour combler la pénurie de main-d'œuvre, il fallait tabler sur l'immigration. Et nous nous rendons compte, justement, que les hommes ne sont pas des coquilles vides, qu'ils ne se résument pas à leur dénuement, qu'ils ne sont pas des voyageurs sans bagages. C'est ce dont l'Allemagne aujourd'hui fait l'expérience. Elle a une terrible gueule de bois. Et donc ça doit nous ramener à cette idée que cette civilisation doit être préservée, que nous devons la faire fructifier par une autre politique migratoire. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de dire aux musulmans d'Europe, vous êtes les bienvenus dans cette civilisation à laquelle vous pouvez vous attacher par le cœur et par l'esprit, mais cette civilisation a des principes, des mœurs, pour que les choses soient claires, mais aussi, encore une fois, à la Finkielkraut, sans renoncer à votre religion, sans renoncer à votre culture. Mais sans renoncer à votre religion, mais en renonçant à ce qui, dans votre culture, est incompatible avec les principes fondamentaux de cette civilisation. Il a dit, lui, qu'il a rappelé tout d'un coup le credo de l'Allemagne, les 4 articles du credo de l'Allemagne: respect de l'identité des homosexuels, égalité des hommes et des femmes, refus de tout antisémitisme, reconnaissance de l'État d'Israël. Pourquoi rappeler ce credo en pleine vague migratoire? Parce qu'il était convaincu qu'un nombre important de nouveaux arrivants ne partageaient aucun de ces principes, aucune de ces valeurs. Sur ces questions-là, il faut être totalement intransigeant. Et il y a un mot de Viktor Orban qui m'a déchiré le cœur. Parce qu'il a dit, en disant « moi je ferme les frontières », parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas envie, c'est que la Hongrie devienne la Marseille de l'Europe centrale. Et c'est une phrase terrible parce que ça veut dire que la France, qui faisait tellement envie autrefois et naguère, fait aujourd'hui pitié. Et Marseille, c'est quand même le lieu où revient, mais sous une guise tout à fait nouvelle, l'esprit du pogrom. Il y a des pogromistes à Marseille qui poursuivent... Il y a des pogromistes en Hongrie. Qui a des pogromistes à Marseille qui poursuivent des juifs à kippa, mais pas parce que la kippa serait, comme l'a dit Ronnie Broman, fort malencontreusement, un signe d'allégeance à la politique raciste d'Israël, parce que ça voudrait dire que les cibles sont elles-mêmes coupables, car racistes. Non, ils poursuivent des juifs à kippa parce qu'ils en veulent aux juifs, et la kippa est un moyen comme un autre de les identifier. Et ce qui m'a rendu plus malheureux encore, pour répondre à votre question, David Pujadas, ou à votre précision, c'est que sur les réseaux sociaux, eh bien,
on s'est moins ému sur les réseaux sociaux islamiques, pour dire les choses par leur nom. On s'est moins ému de ce pogrom que de cette idée qu'il y aurait un deux poids deux mesures entre la kippa et le voile. Voilà, on défend la kippa en France, dit-on, le droit à la kippa, mais on interdit le voile, ce qui est faux. On permet le voile dans l'espace public, et si une femme voilée est attaquée, c'est aussi ignoble. Mais voilà ce qui a été dit, en quelque sorte, comme si, encore une fois, il fallait penser que les Juifs se tirent toujours d'affaire, et que même dans ce cas-là, où ils sont des cibles, ils sont les rois du monde. Voilà, c'est du direct. Tout le monde est en train de s'installer. On se salue. On est civil. C'est bien comme ça. On vous écoute, vous avez débattu, c'est très intéressant, c'est intelligent. Nous avons parlé avec Daniel Cohn-Bendit assez longuement de l'insécurité culturelle qui règne en France. Mais il y a aussi une autre insécurité, qui est l'insécurité scolaire. Avant, autrefois, oui, de temps en temps, on peut dire ça, sans se faire immédiatement traiter d'hyper-réactionnaire. Autrefois, on mettait ses enfants au collège, les parents mettaient leurs enfants au collège ou au lycée en toute confiance. Maintenant, ils ont la peur au ventre. Ils disent, mais dans quel collège vais-je mettre mon enfant? J'ai la trouille, qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, les réformes vont dans le mauvais sens, puis elles conduisent de plus en plus à sacrifier, si vous voulez, l'excellence, c'est-à-dire la possibilité de donner à chacun d'être tout ce qu'il peut être, à d'autres valeurs comme la cohérence, le vivre ensemble, etc. etc. On est loin du fossé politique entre les citoyens. Non, parce que je pense que la gauche et la droite vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire participent chacune à sa façon à cette démolition progressive de l'école républicaine. Et moi, j'aimerais un homme politique, non pas qu'il fasse de la politique autrement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qui dise le vrai. C'est-à-dire, il y a un désastre aujourd'hui. Non, il y a un désastre actuel de l'école. Il y a un désastre actuel de l'école, et je pense que de plus en plus de parents le savent, et il faudrait que des hommes politiques courageux le disent et contribuent à la réintellectualisation du métier de professeur, c'est-à-dire le cours magistral. C'est la seule forme de cours possible. Savez-vous qu'aujourd'hui, les meilleurs d'une génération, même ceux qui passent l'agrégation, ne veulent surtout pas enseigner. C'est un problème d'une amplitude énorme. On vous a entendu. Et je ne suis pas sûr que les hommes politiques et les femmes politiques en aient vraiment conscience. À chacun sa vérité. Le mot de la fin, Virginie Calvet. Je suis d'accord avec M. Finkielkraut, notamment parce que j'avais mis d'ailleurs la sécurité dans les lycées dans mon programme pour les régionales, étant donné que c'est une prérogative de la région. Mais plus généralement, moi, en classe préparatoire, il y a 20 ans, il y avait des fils d'ouvriers. Il n'y en a plus aujourd'hui. La gauche a voulu supprimer les bourses au mérite et finalement, elles n'ont été divisées que par 2. Mais c'est quand même terrifiant quand vous entendez tout à l'heure parler de l'égalité et si on parle de l'éducation. Mais là où je ne suis plus du tout d'accord avec vous, c'est quand vous dites que droite et gauche, c'est pareil. Alors là, non. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe justement... Sur l'école. Pas vous, Monsieur Finkielkraut, et pas les populistes qui essayent de démontrer... Moi, j'en ai assez de cette France où on essaye de faire des amalgames permanents. Tous les politiques sont pourris ou sont mauvais. La droite et la gauche, c'est la même chose. Là-dessus, je suis désolée. Je pense que sur l'école, pardon de vous dire que jamais je n'aurais voté, si j'étais parlementaire, les ABC de l'égalité de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Donc, je suis absolument opposée à cette vision de mettre tout le monde dans le même sac. Je pense que nous faisons des propositions et là qui opposent. Et c'est pour ça que la ligne de fracture gauche-droite, elle est très faible, notamment dans la politique locale, parce qu'on est au plus près des citoyens sur des choses extrêmement concrètes, qu'il s'agisse des transports, de l'école, etc. En revanche, au national, là, ça se clive beaucoup et c'est pour ça que finalement, les appartenances aux formations politiques reprennent du sens, parce que ce n'est pas du tout la même politique. Merci. La politique pénale de la droite n'a rien à voir avec celle de la gauche. Et dans le domaine de l'éducation, il ne faut surtout pas qu'elles se ressemblent, parce que je crois qu'on a une responsabilité énorme sous ce quinquennat d'un abaissement de l'éducation à chacun sa vérité. À un niveau qui effectivement est inquiétant. Merci à vous d'être venus discuter de peut-être ces nouvelles voies politiques à explorer avec Daniel Cohn-Bendit et Alain Finkielkraut. C'est l'heure de la conclusion. Merci à vous deux. D'abord, un tweet positif pour résumer votre débat ou plutôt votre conversation. Si seulement les Français se respectaient autant qu'Alain Finkielkraut et Cohn-Bendit, même lorsqu'ils n'ont pas les mêmes idées, voilà, ce serait bien. Donc, c'est vrai que le débat a été courtois, mesuré, David. Je précise ça parce que ça a été tout l'inverse sur Twitter ce soir.
tous les gens qui vous ont regardé, c'est vrai. Je le dis en souriant, mais c'était pas si marrant à regarder. Ça m'a beaucoup marqué, ça a été extrêmement violent les messages ce soir, comme quoi les deux France ne sont pas encore totalement réconciliées. On va quand même essayer de faire un portrait robot de ce qu'on a dit de vous, messieurs, ce soir. Quels adjectifs ont été le plus utilisés sur l'un et l'autre? On commence par vous, Alain Finkielkraut. Vous le savez, on vous adore, on vous déteste, vous êtes habitué de toute façon. Oui, il paraît que je suis clivant. Oui, vous êtes un peu clivant. Je vais d'abord commencer par un sourire. D'abord sur cette énorme pagaille là, qui est devant vous. Ça a été beaucoup commenté sur Twitter. Ah bon? Ouais. En quelques minutes, le bureau d'Alain Finkielkraut est en désordre. J'adore. Et c'est vrai que dans toutes les émissions où vous allez, c'est toujours pareil, il y a des papiers partout. Ça a été beaucoup commenté. Vous êtes la figure de l'intellectuel qui a des papiers partout. D'ailleurs, ceux qui vous aiment vous ont trouvé érudit, intelligent. J'aimerais parler avec Finkielkraut, c'est un homme intelligent. Ou encore ce tweet. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais ses idées ont une réelle hauteur de réflexion que n'ont pas les autres. Voilà pour ceux qui vous adorent. Ah oui. Les autres, ceux qui ne vous aiment pas, vous ont trouvé islamophobe. Ça, c'est beaucoup revenu. L'islamophobe Alain Finkielkraut est en pleine forme ce soir. Et on a, à minima, beaucoup souligné une obsession de l'islam chez vous. Et voilà Finkielkraut qui, dès la première phrase, attaque l'islam sur une question à propos de la France. Est-ce que cette obsession de l'islam ou cette islamophobie, vous la reconnaissez parfois? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que, si vous voulez, le concept d'islamophobie vise, si vous voulez, à réprimer toute pensée libre et parole sur l'islam. Donc vous ne vous dites pas islamophobe? Je condamne, et j'ai condamné tout au long de l'émission, les généralisations, les amalgames, le racisme anti-musulman. J'ai pris bien soin de distinguer l'islam en général de l'islamisme, qui est un islam littéral, dont l'islam ne peut pas s'en sentir complètement dégagé, mais je crois qu'il faut faire des distinctions, sans cesse des distinctions. Ceux qui m'accusent d'être islamophobe refusent que ces distinctions soient faites et veulent soustraire l'islam à la critique, et cela, je ne m'y résoudrai jamais. Daniel Cohn-Bendit, on passe à vous. Ça a été plus mesuré. Alors je suis désolé, je sais que vous aimez bien aussi susciter la polémique. Ça a été assez mesuré ce soir. On vous a remercié dès le début de l'émission, quand vous avez parlé de l'Europe, quand David vous a demandé de parler d'un objet. Quel plaisir d'entendre ce cri d'amour de Dany à l'Europe. Vous avez aussi adressé une déclaration d'amour à Merkel sur l'accueil des réfugiés. Ce n'est pas la première fois, mais vous l'avez beaucoup répété ce soir. Ça a été relevé. Vous avez dit c'est quand même pas mal la politique d'Angela Merkel. Ce tweet ironique vous en remercie. Daniel Cohn-Bendit qui défend Merkel, ça n'a pas de prix. Voilà ce qu'on vous dit ce soir. Et puis ceux qui ne vous aiment pas vous ont parfois trouvé naïf, comme ce téléspectateur. Il me fatigue un peu avec son idéalisme, Cohn-Bendit. Ou cet autre message. Ah, ça, c'est sympa. Cohn-Bendit est un bisounours, au secours. Voilà. Les temps forts de l'émission, les deux temps forts, très clairement, c'était les deux interventions de Français dans le public. L'intervention la plus commentée, c'était celle de Madame William Berouma, qui a dit, en gros, la cible du racisme, ce sont surtout les musulmans, et qui a lancé un fameux « Taisez-vous Finkielkraut », qui peut-être restera dans les annales de la télé. On verra. Vous vous êtes dit accablé, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, et votre citation de Desproges, « Je m'inscrirai à SOS Racisme le jour où on mettra racisme au pluriel », résume bien, je crois, votre message de ce soir, et ça a été beaucoup relevé. Et puis je précise aussi que Finkielkraut qui cite Desproges et Cohn-Bendit qui adore Merkel, on était un peu à front renversé ce soir. Donc voilà, alors qui a gagné sur Twitter ce soir? Alors qui a gagné? Honnêtement, entre les deux, je ne peux pas être aussi scientifique que Jean-Daniel, donc on va dire 50-50. En tout cas, je redis quand je vois la violence des réactions, les deux France ne sont pas encore totalement réconciliées, en tout cas sur Twitter. Merci Karim. Qui a gagné? C'est évidemment une blague. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. On est là pour essayer d'éclairer un peu et surtout que chacun se fasse son idée, qu'il prenne des arguments ici, qu'il prenne des arguments là, et puis chacun en tirera ses conclusions. Jean-Daniel Lévy, vous allez quand même nous en dire plus sur l'un et l'autre. Absolument. Bonsoir David. Donc nous avons été amenés à interroger 1000 Français. On leur a demandé de regarder l'émission. C'est un échantillon entièrement représentatif. On les a interrogés un peu avant l'émission et puis également à l'issue de celle-ci, en demandant déjà quelle opinion ils pouvaient avoir à l'égard de chacun d'entre vous, et puis essayer de voir, à l'issue de ce débat, si cette opinion avait été amenée à évoluer et s'ils devaient être amenés à choisir entre l'un ou l'autre, lequel des deux apparaissait comme étant le plus convaincant. On peut commencer par Daniel Cohn-Bendit. Quand on interroge les Français, avant l'émission, 40% déclarent en avoir une bonne opinion. Quand on interroge ce même échantillon représentatif de la population française, qui a regardé l'émission, ce chiffre monte à 60%, avec un clivage quand même politique assez marqué, beaucoup plus ancré de la part des sympathisants de gauche que de la part des sympathisants de droite. Exercice effectué pour
Daniel Cohn-Bendit, personnalité qui est une personnalité connue. Monsieur Finkielkraut, vous étiez un peu moins connu de la part d'un échantillon représentatif de la population française. Une partie des téléspectateurs qu'on a invités à regarder cette émission a été amenée à changer d'opinion ou à se structurer une opinion. C'est bien, c'est bien. Déjà, on peut déjà dire que avant cette émission, 63% des Français n'étaient pas en capacité à pouvoir se prononcer ou donner un avis vous concernant. Et l'avis était un peu plus négatif qu'il n'était positif. À l'issue de cette émission, les 48% de Français qui ont répondu à ce sondage et qui ont regardé cette émission déclarent oui, nous avons une bonne opinion à votre égard. Ce qui est intéressant tout de suite, si on effectue un petit calcul, les 60 plus 48 dépassent les 100%. Et donc on peut voir que le message qui tout à l'heure a été évoqué par Karim montre bien qu'on n'est pas uniquement face à une France qui est entièrement binaire. Une France qui va prendre fait et cause pour l'un au détriment de l'autre et qui peut dire « je vais trouver chez M. Finkielkraut à certains égards ou chez M. Cohn-Bendit des aspects qui peuvent être amenés à m'intéresser ou à susciter une forme d'approbation de ma part. » Et d'ailleurs, à travers des questions que je ne peux pas vous détailler ici, on peut voir que si on regarde sur le constat à l'égard de la société française aujourd'hui, on a une petite majorité qui porte plutôt vers ce qui a été évoqué par vous, M. Finkielkraut. En revanche, lorsqu'on se prononce vers l'avenir et vers les solutions qui sont proposées, on a une petite majorité de Français qui dit « je préfère plutôt ce qui a été dit au cours de cette émission par Daniel Cohn-Bendit ». Et donc, quand on les oblige à effectuer ce choix, dramatique peut-être, vous êtes plutôt convaincu par M. Cohn-Bendit ou par M. Finkielkraut, la balance penche plutôt du côté de Daniel Cohn-Bendit, 55%. Mais c'est toi qui vas à l'Académie française et pas moi. Ah oui, mais... On n'a donc pas un match qui est un match qui apparaîtrait comme étant complètement gagné entre guillemets par l'un ou par l'autre. On voit bien les interférences qui existent de la part de la société française et puis on voit bien également le poids des orientations politiques avec la capacité de Daniel Cohn-Bendit à beaucoup plus convaincre et déjà au sein de la gauche d'une manière générale. Plus de 80% lorsqu'ils doivent départager disent on fait et on a été convaincu par Daniel Cohn-Bendit. Du côté de la droite, c'est un peu moins net, c'est un peu plus en faveur de vous, M. Finkielkraut, mais un peu en dessous de 60%. Et puis je crois que vous nous avez réservé une petite surprise pour Daniel Cohn-Bendit. Oui, ne disons jamais jamais parfois. Hein. Et on sait que Daniel Cohn-Bendit a dit qu'il avait arrêté la vie politique, mais en même temps, autour de lui, on en parle. Autour de lui, on en parle, alors on se dit, les Français sont intéressés par la vie politique, ça les titille. Tout à l'heure, autour de la présidentielle ou de la primaire, on a entendu une petite phrase, un petit sourire. Donc on a posé cette question très claire aux Français. Est-ce que vous souhaitez déjà que Daniel Cohn-Bendit joue un rôle plus important dans la vie politique? Au début de cette émission, cet échantillon de Français déclarait à 19% « Oui, je suis favorable à ce que Daniel Cohn-Bendit joue un rôle plus important ». Ce chiffre de 19% croît à 31%. Et on peut voir que parmi les personnes qui se situent à gauche de l'échiquier politique, c'est une personne sur deux, et notamment chez les sympathisants Europe Écologie Les Verts, près de 2 sur 3, qui déclarent « Je souhaite que Daniel Cohn-Bendit joue un rôle important dans la vie politique ». C'est une question un peu générale. On sait qu'en France, on parle beaucoup de l'élection présidentielle, on n'a pas pu s'éviter. Tout finit toujours comme ça. Absolument, de poser cette question-là. Et on souhaite-t-on ou pas que Daniel Cohn-Bendit soit candidat à l'élection présidentielle? En début d'émission, 21% des Français qui ont regardé cette émission déclaraient « Je souhaite que Daniel Cohn-Bendit soit candidat à l'élection présidentielle ». Ça monte à 27% à l'issue de cette émission. Donc on voit une progression et dans le souhait de pouvoir jouer un rôle dans la vie politique et lorsqu'on précise à l'égard de l'élection présidentielle en tant que telle. Là aussi, le clivage dont je parlais tout à l'heure, on le retrouve ici, avec un clivage qui fait que sympathisants de gauche, et notamment les sympathisants Europe Écologie Les Verts, disent « Nous souhaitons que Daniel Cohn-Bendit soit candidat à la prochaine élection présidentielle ». Toujours décidé à rester à l'écart, Daniel Cohn-Bendit? Absolument. La primaire, c'est pas pour vous? La primaire, c'est pas pour vous. Moi, je suis trop vieux et je trouve qu'il faut un renouvellement. Et j'ai loupé mon coup quand j'ai pas été à la primaire, quand Hollande était là avec le succès d'Europe Écologie. Quand on rate son coup dans l'histoire, eh bien, l'histoire vous châtie. C'est comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de raison de me présenter à une primaire. Et si au lieu de 27, le chiffre c'était 47? Même le chiffre était 47. Je souhaite beaucoup plus que l'équipe de France gagne les championnats d'Europe que moi je sois candidat au présidentiel. Merci. Ça ne m'intéresse pas. Merci Daniel. La seule chose où je pourrais être candidat, si vous voulez le savoir, s'il y avait une élection directe à la présidence de l'Union européenne, je suis tout de suite candidat pour être candidat dans tous les pays. Un candidat dans tous les pays,
je suis candidat. Là, sans problème, même si j'ai 80 berges. Alain Finkielkraut, vous voteriez pour lui dans ce cas-là? Vous me prenez du Joker. J'espérais que vous alliez me demander si je vais moi-même des ambitions si vous aviez politiques, des mais puisque vous ne me posez pas la question, j'y répondrai pas. Non, je ne sais pas encore si Cohn-Bendit se présente à la tête de l'Union européenne et si effectivement il pense l'Europe à la fois en termes de civilisation et en termes de construction, alors c'est mon homme. Merci beaucoup à vous deux. J'ai déjà une voix. J'y arriverai. Vous voyez, hein. C'est avec des petits cailloux, c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières plutôt. Voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat qui était, c'est vrai, respectueux et c'était agréable et c'était instructif. Moi, je suis une femme française et musulmane et je vous parle en mon nom. Donc je ne vois pas du tout pourquoi vous me parlez d'autre chose, ça ne me concerne pas. Je parle de ce qui se passe en France. Ensuite, je parle de l'association Ni pute ni soumise. Je parle de ce qui se passe en France. Eh bien moi, je vous parle de moi et je ne me sens pas opprimée et pourtant je suis musulmane. Donc de quel droit parlez-vous de cela? Ensuite, je vais vous dire... Je pense même pas que je vais perdre mon temps à répondre. Je vais plutôt vous dire, il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à Monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, Monsieur Finkielkraut. Voilà, c'est merveilleux. Vous l'avez invité. Alors, je voudrais quand même, on va s'arrêter là. Vive la politique et les idées. Merci, bonsoir.